Bonjour à tous et bienvenue sur Kudos. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris sur l'introduction, on va parler d'antisémitisme. Bon, je vous mens pas qu'au début, je comptais faire une histoire de l'antisémitisme, revenir sur toutes les périodes d'antisémitisme qu'il y a eu en Occident et en Orient. Mais à vrai dire, c'est un peu long et j'ai pas envie que la vidéo fasse 1h30 ou voire plus. Si je dois résumer mes recherches, partout où il y a eu des juifs, il y a eu des périodes d'antisémitisme. Et à chaque fois, ces périodes d'antisémitisme sont nées lors de périodes de crise. En bref, je parlerai vaguement des vagues d'antisémitisme qu'il y a eu lors du XXe siècle, les plus célèbres, les plus modernes, et je vais surtout me concentrer sur mon propos, c'est-à-dire montrer que l'antisémitisme est né d'une jalousie. Les juifs sont surreprésentés dans tout ce qu'on peut appeler les hautes sphères de la société, que ce soit en politique, chez les universitaires, dans les médias, ou encore dans la finance. Et cette surreprésentation n'est absolument pas due à un complot juif, elle est tout à fait normale au vu des données que je vais vous montrer. Et même, cette surreprésentation est plutôt bénéfique pour le reste de la population. Si le sujet de l'histoire de l'antisémitisme vous intéresse, je vous conseille d'aller lire l'Encyclopædia Judaïca, qui est sortie en 72 et qui référence l'histoire des juifs à travers le monde. Bon, c'est pas un livre facile à lire puisqu'il est énorme, il existe en une dizaine d'exemplaires je crois, mais c'est aussi parce qu'il y a énormément de choses à dire sur le sujet. Mais bon, sans entrer dans le détail, avec juste un résumé bien fait avec une IA ou la lecture d'un seul volume, ça peut le faire et on peut comprendre la trame de l'histoire. Puisque de toute façon, même si la forme de l'antisémitisme change selon les périodes, le fond reste à peu près le même. Autre précision, il y a différentes communautés juives. Il y a les séfarades, qui sont des juifs venant d'Espagne et du Portugal, qui ont été expulsés d'abord d'Espagne en 492, puis du Portugal en 497, et qui ont pu se réfugier en Afrique du Nord, donc au Maroc, en Algérie et en Tunisie, et aussi dans l'Empire ottoman, Turquie, Grèce et Balkans. Certains d'entre eux plus minoritaires comme Spinoza ont trouvé refuge aux Pays-Bas ou en Italie. L'autre grande communauté juive, ce sont les juifs ashkénazes, qui sont descendants de juifs d'Europe centrale et orientale, principalement en Allemagne, Pologne, Russie, Lituanie et Hongrie. Et il existe deux autres communautés juives plus minoritaires, les Mizraïm, originaires du Moyen-Orient, et les juifs éthiopiens. Il est déjà important de définir quelques termes, j'ai parlé de surreprésentation, et ça on peut clairement le quantifier avec le quotient de réussite. Le quotient de réussite, ou AQ, c'est le pourcentage du groupe dans l'élite divisé par le pourcentage du groupe dans la population, fois 100. Ouais, alors là je suis en train de monter la vidéo, je me rends compte qu'il y a une petite erreur ici, il n'est pas nécessaire de faire fois 100 sur le calcul. Si on prend l'exemple du prix Nobel de physique, les juifs, qui sont 2,5% de la population américaine, représentent 27% des lauréats. Leur AQ est donc de 1080, ce qui signifie qu'ils sont 10,8 fois plus représentés dans cette élite que prévu par leur poids démographique. On retrouve différentes valeurs de ce quotient dans The Chosen People, un livre de Richard Lynn coécrit avec Tatu Vananen et paru en 2011. L'ouvrage regroupe différentes analyses statistiques sur la surreprésentation juive dans diverses élites sociales. Et c'est vrai que sur le plan financier d'abord, parmi les milliardaires ayant déjà dépassé la barre des 100 milliards, on retrouve Larry Ellison qui est juif, Larry Page, Sergey Brin, Steve Ballmer et Michael Bloomberg. Et ce classement ne prend pas en compte Sam Altman et la famille Rothschild. Historiquement, beaucoup de figures de la littérature et de la philosophie sont juives, comme Kafka, Freud, Arendt, Primo Levi. Et en sciences, bien sûr, on peut nommer Einstein, Feynman, Oppenheimer, Bloomberg et Levinas. Et depuis le premier champion du monde officiel d'échecs, William Steinitz, en 1886, environ 54% des champions d'échecs ont été juifs ou d'ascendance juive. Là, on vient de parler de choses assez sympas, maintenant je vais entrer plus dans la polémique pour parler d'un sujet très controversé, c'est la place des juifs dans les médias. Aux États-Unis, dans le monde du divertissement, cinéma, télévision et musique, si on doit identifier les 13 plus grandes compagnies du secteur classées selon leur chiffre d'affaires, parmi elles, 8 sont dirigées par des juifs, notamment Steve Ross pour Time Warner, Michael Eisner pour Disney, Martin Davis pour Paramount, Lawrence Stitch pour CBS, Barry Diller pour la Fox, Victor Kaufman pour Columbia Pictures, Sumner Redstone pour Viacom, Edgar Bronfman Jr. pour Universal. Et tout ça sans avoir évoqué le secteur de la télévision, dans lequel on retrouve des juifs à la tête des 3 grandes chaînes américaines, CBS, NBC et ABC. Pour CBS, on peut nommer William Paley, remplacé par Lawrence Stitch. NBC fut dirigé successivement par David Sarnoff et son fils Robert Sarnoff, et ABC a été dirigé par Leonard Goldenson. Dans les années 90, d'autres dirigeants comme Steve Friedman à la CBS ou Jeff Zucker à NBC exercent une influence majeure sur ces chaînes-là. Pour vous donner un ordre d'idée, ces 3 chaînes de télévision sont l'équivalent de TF1, France 2 et M6. C'est vraiment elles qui régissent les médias de la télévision américaine. Mis en rapport à la population américaine, si les juifs sont 2,5%,
ils possèdent 60% des médias. Et même si ces chiffres datent plutôt des années 90, ils restent encore réels en 2025. Pour visualiser leur surreprésentation dans les médias, en utilisant la notion de AQ, on arrive à un résultat de 24, ce qui veut dire que le groupe est 24 fois plus représenté que sa proportion démographique ne laisse l'entendre. Une étude publiée par Public Opinion en 1982 relève que 59% des cadres supérieurs des chaînes de télévision étaient juifs. 59% des producteurs et réalisateurs de la télévision hollywoodienne et 65% de ceux du cinéma étaient juifs également. Et en 1994, le magazine Newsweek affirmait que 11 des 45 personnes les plus influentes dans les médias américains étaient juives également, soit environ 24%. Ces données sont représentées et quantifiées par le AQ que vous voyez sur le tableau à l'écran. À côté des médias, il y a un autre secteur dans lequel les juifs sont surreprésentés et dont cette surreprésentation fait polémique. C'est ce qui leur a valu beaucoup d'antisémitisme au cours du XXe siècle, c'est le domaine de la finance. Aux États-Unis toujours, on peut citer 4 grandes figures juives du monde financier. La première, c'est Michael Milken. Il pèse 7 milliards de dollars, il est le créateur du marché des junk bonds dans les années 80. Le deuxième, Sanford Weill, architecte de la fusion Traveler City Corp, ex-PDG du Citigroup. Le troisième, Robert Murin, de Goldman Sachs, coprésident de GS et secrétaire au Trésor sous Clinton. C'est un acteur clé de la dérégularisation financière des années 90. Et le quatrième, Alan Greenspan, de la Réserve fédérale américaine. Il a été président de la Fed pendant 19 ans. S'ils ne sont pas parmi les plus riches, ils sont clairement parmi les plus influents. J'aurais pu citer George Soros, qui a un plus gros portefeuille, ou même Larry Silverstein, qui est connu pour sa chance légendaire. Selon Steve Silbiger dans The Jewish Phenomenon en 1995, on rapporte que les juifs représentent 7% des 200 américains les plus riches, 18% des 100 plus grandes fortunes américaines et 33% des multimillionnaires du pays. Ces chiffres sont confirmés et réactualisés par Jacob Berkman en 2004. Ces données se réfèrent aux estimations de Forbes, aux statistiques fiscales disponibles sur le pays à l'époque, et aussi aux études sur l'ethnicité des ultra-riches américains. Leur AQ pour ces trois données est respectivement de 2,8, 7,2 et 13,2. Ce qui signifie qu'ils sont nettement surreprésentés parmi les multimillionnaires américains. Mais alors, quelle est l'explication à tout ça? Pourquoi les juifs, bien qu'ils sont en extrême minorité, dominent toutes les institutions? Qu'est-ce qu'il fait que malgré le temps qui passe et toutes les discriminations qu'ils ont pu subir, ils restent, génération après génération, surreprésentés dans toutes les grandes institutions de l'État, des finances, des médias, comme on l'a vu précédemment? À l'heure actuelle, on peut comprendre et comparer les différentes performances cognitives à grande échelle. Les tests sont standardisés, reproductibles et validés sur des échantillons immenses. C'est pourquoi, pour comprendre la domination juive, il faut absolument parler de leur QI. Je ne vais pas faire une vidéo sur le QI pour expliquer ce que ça représente, pour expliquer que même si, oui, ça peut faire polémique, ça reste quand même quelque chose de très solide. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un bon test de QI permet de mesurer le facteur G, qui est stable, prédictif et mesurable. Le facteur G, c'est une notion que je développe dans une précédente vidéo. On l'appelle aussi intelligence générale, c'est un concept central qui permet de mesurer la capacité mentale globale d'un individu à raisonner. Après avoir observé que les performances d'une personne à différents types de tâches cognitives étaient fortement corrélées, ceux qui réussissent bien dans un domaine réussissent souvent dans tous les autres, on a conclu qu'il existe un facteur commun, une forme d'intelligence de base, stable dans le temps et surtout hautement prédictif de la réussite dans la vie réelle. Ce facteur est aujourd'hui considéré comme la synthèse la plus fiable de ce qu'on appelle l'intelligence humaine, et les tests de QI le mesurent. Et ça donne quoi en pratique? Eh bien, les juifs ashkénazes ont en moyenne un QI de 112. Vous l'avez sûrement déjà vu, mais le QI suit une distribution normale dans la population, c'est-à-dire qu'il suit une distribution en courbe en cloche. En définissant la médiane à 100 et l'écart type à 15, le QI moyen des juifs est environ de 2/3 d'un écart type en plus, voire d'un écart type en plus par rapport à la moyenne de la population générale lorsqu'elle est blanche. Les différences rapportées restent stables quelle que soit la méthode employée, que ce soit les tests de Binet, Stanford Binet, WISC, matrice de Raven ou Weiss. De même, quel que soit le lieu ou les échantillons utilisés, scolaires, militaires, communautaires, qui sont souvent indépendants les uns des autres. Ce qui permet d'argumenter le fait que ce ne sont pas des biais culturels qui permettent de mieux réussir ces tests. Si un groupe performe bien sur une grande variété de tests conçus à différentes époques et pour différentes populations, cela soutient l'idée d'un avantage cognitif sous-jacent. Au regard de tous les tests de QI qui ont été réalisés sur les juifs ashkénazes, on peut obtenir une moyenne d'environ 0,83 écart type au-dessus de la moyenne blanche. Ce qui rend cet écart particulièrement intéressant, c'est pas la moyenne du groupe, mais c'est ce qui se passe dans les extrêmes. Si la majorité des individus se concentrent vers la moyenne, plus on s'éloigne vers les extrêmes, plus ils deviennent rares.
Donc si on décale une moyenne d'un groupe ne serait-ce que de 10 points, les effets dans les extrémités deviennent spectaculaires. Un groupe dont le QI moyen est de 112, comme c'est le cas pour les juifs ashkénazes, aura beaucoup plus de représentants dans les très hauts QI, 130, 140, 150, qu'on définit comme HPI. Et c'est exactement ce qu'on observe. Quand on regarde les concours les plus sélectifs, les grandes universités, les prix scientifiques comme le prix Nobel, les juifs y sont surreprésentés. Mais ce n'est pas choquant par rapport à leur QI supérieur. Parce qu'on retrouve une distribution normale de leur QI, et donc puisque tout est décalé, ils sont infiniment plus représentés parmi les très hauts QI. Voici quelques exemples chiffrés pour vous donner un ordre d'idée. Sur un seuil de QI à 100, il y a 80% de juifs ashkénazes au-dessus contre 50% de blancs non-juifs au-dessus, donc un ratio de 1,60. Quand on monte à un QI de 130, on retrouve 17,13% de juifs ashkénazes au-dessus contre 2,28% de blancs au-dessus, soit un ratio de 7,51. Ce qui veut dire qu'il y a environ 8 juifs qui ont un QI de 130 pour un blanc. Et si on continue de monter dans les extrêmes, ça devient encore plus impressionnant. Sur un seuil de 150 de QI, ce chiffre est atteint par 1,09% des juifs ashkénazes contre 0,045% des blancs, ce qui signifie un ratio de 24. Il y a 24 fois plus de juifs qui ont un QI de 150 ou plus que de blancs. Et quand on monte au seuil de 160 de QI, c'est 0,16% de la population qui atteint ce chiffre chez les juifs ashkénazes contre 0,0042% chez les blancs, soit un ratio de 38. Ce qui veut dire qu'il y a 38 fois plus de juifs ashkénazes qui ont un QI d'au moins 160 que de blancs. Et on pourrait monter encore plus dans les extrêmes si on allait chercher des QI encore plus hauts. Comme vous le voyez sur le tableau, les écarts entre ashkénazes et blancs augmentent de façon exponentielle dès 100 de QI. Et j'ai pris l'exemple des blancs puisque l'échantillonnage a été fait au départ sur une population anglaise ayant une base 100, mais j'aurais pu prendre n'importe quelle autre population pour démontrer la même chose. C'est juste que c'est beaucoup plus facile visuellement de partir d'une base 100. Pour faire un résumé visuel simple et concis, on va dire que les blancs sont en 3e position avec en moyenne un QI à 100. Les Est-Asiatiques, Taïwanais, Sud-Coréens, Japonais, Chinois, ont une moyenne de QI à 105, ce qui les place en 2e position. Et les Juifs ashkénazes sont en 1re position, avec une moyenne de QI à environ 112. Et grâce à ça, on peut tout comprendre de l'antisémitisme. Quand on entend les discours de certains, on a l'impression qu'il s'agit d'un combat pour protéger son peuple et ses valeurs. Comme si on devait faire face à une minorité spoliatrice pour protéger les siens et ses intérêts. Mais en vrai, l'antisémitisme, c'est simplement une lutte pour des ressources, dans laquelle on désigne un groupe minoritaire comme voleur, comme obstacle, et donc il devient une cible. Ce n'est pas une idée, c'est une pulsion. Une réaction de fond d'un groupe majoritaire qui, dans un moment de crise ou de perte, voit dans la réussite d'un autre groupe non pas un exemple à suivre, mais une menace à éliminer. Tout ça, c'est des récits fabriqués qu'on a bricolés pour donner un sens à une réalité qui dérange, celle qu'un groupe minoritaire peut, malgré les obstacles, réussir là où la majorité échoue. Et comme il est très difficile d'accepter sa propre faiblesse, de reconnaître qu'on a été moins performant, on invente une explication qui protège l'ego. On préfère penser qu'on a été trompé et manipulé, qu'on a profité de notre gentillesse, plutôt que d'admettre qu'on est simplement plus faible. L'antisémitisme, c'est une manière de pas se regarder en face. C'est plus facile d'accuser l'autre d'avoir tout volé, même s'il l'a fait légitimement. J'entends par là qu'il n'a pas volé à proprement parler, mais qu'il a pris ce qui lui était dû, que d'avoir été capable de construire. Et les peuples qui ont vécu avec une minorité juive ont continuellement fait face à ce type de comportement lors des périodes de crise. Il fonctionne comme une justice inversée dans laquelle le fort devient le faible et le faible devient le fort et donne aux perdants une illusion de supériorité morale. Un faux courage qui, évidemment, ne résout pas du tout la crise. Ça permet de renverser les valeurs, de créer une morale du ressentiment dans laquelle l'ennemi est celui dont la simple existence nous rappelle ce qu'on n'a pas réussi. Quand on lit les théories antisémites d'auteurs parfois que tout oppose d'un point de vue idéologique plus global, que ce soit Bakounine, Proudhon ou Édouard Drummond, Richard Wagner, Arthur Gobineau, on voit bien qu'on essaie de créer tout un système métapolitique dans lequel le juif a la place du méchant, que ce soit à l'extrême droite ou à l'extrême gauche. Et pourtant, toutes ces théories aussi alambiquées et abscons que défectueuses ont une essence commune qui est la jalousie. La jalousie contre un peuple qui est plus doué que la majorité. Et étant plus doué, il arrive plus facilement à s'accaparer des ressources. Mais bien sûr, au lieu d'admettre que l'on est moins doué, il est plus facile de créer tout un système de pensée dans lequel ce groupe minoritaire qui réussit est le grand méchant qui arrive à manipuler le peuple par la ruse. Même en ayant démontré ce point, je pense qu'on n'a pas convaincu tout le monde. On peut aller plus loin et aller dans le sens des antisémites en prenant position. Si on exclut les juifs, même sachant qu'ils sont plus intelligents, et que du coup leur position supérieure leur est due, alors c'est une bonne chose. On récupérera ce qui devrait nous appartenir.
que même si une relation logique et indiscutable de cause à effet entre leur performance et leur succès a été établie, on peut toujours considérer que leurs acquis sont du vol à la majorité, et qu'ils devraient leur revenir. Cette position, faisant fi de toute forme de loyauté quant aux règles de l'économie de marché, justifie une forme de discrimination contre une population d'élite, en l'occurrence le peuple élu. Ce que je vous propose, c'est de poursuivre cette expérience de pensée en vous montrant quelques données statistiques sur l'impact des mesures antisémites qui a eu lieu en Europe au cours du XXe siècle, durant la période fasciste. Partons d'abord du côté de l'Italie. Les lois raciales promulguées par Mussolini en 1938 ont eu pour effet direct l'expulsion des juifs de tous les secteurs de la vie publique. Dans le pays, les professeurs juifs sont bannis des universités. Des figures majeures comme Tullio Levi-Civita, le plus grand mathématicien de son temps, ou encore Emilio Segre, futur prix Nobel de physique, sont écartés. Segre s'exile aux États-Unis comme d'autres savants, rejoignant souvent des projets scientifiques américains, notamment le Manhattan Project. Même Enrico Fermi, non-juif, quitte l'Italie pour protéger sa femme juive, ce qui illustre à quel point les lois raciales ont affecté bien au-delà des juifs seulement déclarés. Toute une génération de chercheurs et d'étudiants est stoppée net, et les départements scientifiques en Italie sont dénudés. Selon les historiens, c'est environ 96 professeurs juifs qui sont exclus des universités italiennes, dans un pays où les juifs représentaient moins de 1% de la population. Si nous ne pouvons pas avoir de chiffres exacts, c'est parce que le régime fasciste a appliqué une définition raciale et administrative du judaïsme, fondée en partie sur l'origine familiale et non uniquement sur la pratique religieuse. Certaines personnes converties au catholicisme ou issues de mariages mixtes ont été considérées comme juives selon la loi raciale, alors qu'elles ne se définissaient pas comme telles. Et même si cela complique le travail des historiens, ça n'a pas vraiment d'impact sur notre thèse, parce que nous essayons de comprendre les juifs plutôt par rapport à leur identité ethnique que religieuse. Du côté de la population étudiante, en 1945, les juifs sont réintégrés dans les universités italiennes. 25 ans plus tard, 47% des juifs italiens sont diplômés de l'enseignement supérieur, contre seulement 17% des non-juifs. Ce chiffre cité dans l'Encyclopædia Judaïca en 1972 montre à quel point la communauté a su rebondir rapidement après la guerre, malgré l'expulsion institutionnelle subie entre 1938 et 1943. Les discriminations subies en Italie sont graves, mais celles qui ont lieu en Allemagne sont, comme vous en doutez, sans aucune commune mesure. L'exclusion des juifs est beaucoup plus large, mais surtout, elle est mieux documentée. Avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir en 1933, les juifs allemands étaient massivement surreprésentés dans les professions intellectuelles, économiques et culturelles. En particulier à Berlin, où les statistiques parlent d'elles-mêmes, 16% des avocats étaient juifs, 11% des médecins, 25% des membres de la bourse, et plus de 50% des éditeurs de journaux dans certains domaines. Ces chiffres sont d'autant plus impressionnants que la population juive représentait à peine 0,7% de la population totale allemande, soit environ 500 000 personnes. Cette exclusion a entraîné une fuite massive des cerveaux vers les États-Unis, le Royaume-Uni ou la Palestine. Beaucoup d'exilés sont devenus des figures majeures dans leur domaine à l'étranger, exemple emblématique Albert Einstein, qui quitte l'Allemagne pour Princeton dès 1933. Ou encore Leo Szilard et Edward Teller, futurs acteurs du Manhattan Project. Le cas le plus emblématique est celui de la physique théorique, où les juifs représentaient une part importante des professeurs, des assistants et des chercheurs. Dès 1933, plus de 25% du personnel scientifique dans les disciplines de pointe est renvoyé. Certaines universités, comme celle de Berlin, voient plus de la moitié de leur faculté évincée. C'est d'ailleurs dans cette université qu'Albert Einstein enseignait. Mais on peut aussi citer James Franck, prix Nobel, qui démissionne volontairement pour protester contre les lois raciales. Les départs ne sont pas seulement ceux des professeurs, les étudiants juifs sont également exclus de l'université, entraînant un assèchement progressif de la relève intellectuelle. En médecine, le phénomène est tout aussi violent. Les statistiques des registres professionnels de Berlin avant les lois de Nuremberg indiquent qu'en 1933, plus de 11% des médecins à Berlin étaient juifs. En moins de 2 ans, ils sont quasiment tous interdits d'exercice. D'autres figures des milieux littéraires comme Henrik Fromm, Herbert Marcuse, Hannah Arendt ou Léo Strauss quittent le pays et poursuivent leur carrière aux États-Unis, où ils contribueront à faire émerger une nouvelle tradition intellectuelle. La culture allemande perd en quelques années plusieurs générations de penseurs qui avaient fait une partie de sa réputation au début du siècle. Entre 1933 et 1938, le nombre de publications scientifiques allemandes chute de près de 40%, toutes disciplines confondues. En physique, la baisse atteint 60% dans certaines universités comme Berlin ou Göttingen, jadis parmi les plus prestigieuses d'Europe. Cette chute brutale reflète l'exil ou l'exclusion de milliers de chercheurs, dont plus de 25% du corps enseignant en sciences exactes. L'ironie du sort pour le régime allemand, c'est que ce sont les pays d'accueil, principalement les États-Unis, qui profiteront de ce transfert massif de savoir.
Des dizaines de scientifiques allemands joueront un rôle clé dans le développement de la physique nucléaire, permettant de mettre au point les premières bombes atomiques qui furent un enjeu crucial pour la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une étude du Center for Economic Performance de la London School of Economics indique qu'environ 13 à 18% de l'ensemble des scientifiques ont été licenciés entre 1933 et 1934, avec des pourcentages spécifiques de 13,6% pour les physiciens et 13,1% pour les chimistes. Ce ratio monte jusqu'à 18,3% pour les mathématiciens. Et selon un article de Chemical and Engineering News, entre 1933 et 1938, c'est un quart de tous les chimistes et biochimistes dans les instituts académiques en Allemagne et en Autriche qui ont perdu leur emploi. Donc 90% pour des raisons raciales. Malgré la violence, ce que montre The Chosen People, c'est que la communauté juive, même brisée, n'a pas disparu intellectuellement. Ce qui a été perdu à Berlin, à Vienne ou à Rome est reconstruit à New York, à Jérusalem ou à Londres. Les discriminations antisémites ont produit un exil massif des talents, une fuite des cerveaux imposée par la haine. L'utilité d'avoir une élite intellectuelle au sein d'une population s'explique par la théorie de la Smart Fraction. Développée par le psychologue et statisticien allemand Heiner Rindermann au cours des années 2000-2010, elle est une hypothèse centrale de l'intelligence comparative. Elle vise à expliquer les différences de performance économique, sociale, technologique et politique entre les pays, non pas par la moyenne du QI national, mais par la proportion de personnes très intelligentes au sein de la population. Avant lui, les travaux montraient qu'il y avait une corrélation entre les QI moyens et la performance économique. Des corrélations souvent très élevées, allant de 0,5 pour QI et démocratie, 0,6 pour QI et niveau d'éducation, 0,7 pour QI et PIB par habitant, et même 0,6 pour QI et niveau de corruption. C'est aussi ce qu'on peut appeler l'économie du savoir, ou plus communément le capitalisme cognitif. Dans une publication éponyme, Rindermann propose de mesurer le poids de cette minorité cognitive d'élite. Il montre empiriquement que la proportion d'individus ayant un QI supérieur à 120 prédit mieux la performance d'un pays que la moyenne nationale. Dans ses travaux, il démontre que le QI moyen explique 40% de la variance du PIB par habitant, mais la proportion d'individus à haut QI explique jusqu'à 60% de cette variance. Ce résultat est soumis à divers contrôles, comme le niveau de richesse antérieure, le capital social et la stabilité politique. Il suggère donc que ce sont les meilleurs éléments d'un pays qui portent l'innovation, la complexité industrielle, la croissance et la gestion publique. L'auteur complexifie les explications précédentes en allant plus loin et en expliquant que la moyenne ne suffit pas. D'ailleurs, on peut noter que le fait d'attirer les hauts QI est tout l'enjeu d'une politique de soft power. Ce qu'on constate, c'est qu'aux États-Unis comme en Europe, la communauté est mise à l'épreuve. Mais bien que la majorité essaie de lui mettre des bâtons dans les roues, ça ne fonctionne pas vraiment. Et la discrimination contre les juifs n'a d'effet que par vagues. Elle dure un temps jusqu'à ce que les tensions s'apaisent, et ainsi la communauté retrouve ce qui lui appartenait tantôt. L'insertion des Juifs aux États-Unis a été dans un premier temps socialement difficile, mais elle a été suivie d'une ascension spectaculaire, notamment dans les domaines intellectuels, professionnels et économiques. Ce processus est décrit comme un exemple de mobilité ascendante rapide et singulière, largement supérieure à celle des autres groupes immigrants. À leur arrivée massive entre les années 1880 et 1924, en provenance d'Europe de l'Est, en Pologne, Russie, Lituanie, les Juifs ashkénazes s'installent dans les quartiers pauvres comme Lower East Side à New York. Ils exercent des métiers peu qualifiés, souvent dans la couture, le commerce ambulant ou les ateliers familiaux. Ils sont d'office perçus comme étrangers, suspects, voire indésirables, même par d'autres communautés juives déjà installées à l'époque. Les juifs allemands notamment, qui étaient bien plus assimilés. Pourtant, dès la deuxième génération, les enfants s'orientent massivement vers des études longues, comme médecine, droit et ingénierie. Ils accèdent à des postes dans des professions libérales, dans les universités et dans les médias. Leur mobilité ascendante est si rapide qu'elle est considérée comme exceptionnelle par rapport à celle d'autres groupes. La réussite juive aux États-Unis constitue l'un des cas les plus documentés de surperformance sociale et intellectuelle d'un groupe minoritaire dans l'histoire moderne. Comme vous le voyez sur le tableau, en 1957, près de 44% des femmes juives travaillaient dans le secteur administratif, les emplois de bureau, ce qu'on appelait clérical. 14% étaient dans la vente, souvent dans des magasins de vêtements, des petites boutiques. Ce sont des métiers accessibles mais peu rémunérés, souvent choisis par des femmes issues d'une immigration récente, avec une maîtrise encore limitée de l'anglais ou un diplôme peu reconnu. En 2000, on retrouve plus de 51% des femmes juives dans des professions dites professionnelles. Médecine, droit, enseignement supérieur, psychologie, recherche, etc. Des domaines qui exigent des diplômes longs, des compétences élevées et des ressources cognitives importantes. Pendant ce temps, leur présence dans des métiers de bureau chute à 7,6% et dans la vente à 11,1%. Pour évaluer le statut socio-économique des groupes aux États-Unis, plusieurs chercheurs se sont appuyés sur un outil standardisé, le Duncan Socio-Economics Index, ou SEI.
Cet indice permet de mesurer de manière fiable la position d'un individu ou d'un groupe sur l'échelle sociale, en tenant compte de la profession, du niveau d'éducation et du revenu. Dans les années 90, William Darity, Jason Dietrich et David Gulkey ont utilisé ce SEI pour comparer différents groupes ethniques. Leur analyse historique montre que les juifs ashkénazes installés aux États-Unis depuis plusieurs générations, notamment ceux d'origine allemande, ont un SEI supérieur à celui des anglo-saxons. Ce statut a été temporairement modifié par une immigration massive venue d'Europe de l'Est, qui a abaissé la moyenne du SEI juif pendant plusieurs décennies, les juifs apparaissant avec un score légèrement inférieur à celui des anglo-saxons dans les années 60 et 70. Cette diminution n'a été qu'une transition, la seconde et la troisième génération issues de cette immigration ont rapidement inversé la tendance. En 1990, 3,4% des hommes juifs travaillent dans la médecine, contre 1% chez les blancs. 10 ans plus tard, en 2000, le chiffre passe à 4,8% chez les juifs, tandis qu'il chute à 0,9% chez les blancs. L'écart se creuse avec un AQ qui monte à 5,3. Même tendance dans le droit, 2,9% des juifs y sont en 1990, contre 1,1% des blancs. En 2000, les juifs montent à 5,3% alors que les blancs restent stables à 1,1%. L'AQ monte à 4,8%. Et dans l'université, même constat. 3,7% des juifs y travaillent en 90, contre 0,8% des blancs. Un AQ de 4,6. En 2000, la proportion baisse à 1,9% chez les juifs, mais reste très au-dessus des blancs à 0,9%. Enfin, dans l'ensemble des autres professions qualifiées, les juifs passent de 32,4% à 41%, tandis que les blancs stagnent autour de 16%. Quelle que soit l'année, les juifs sont surreprésentés dans toutes les professions qualifiées, et leur avantage s'amplifie. En 1945, la communauté représente 22% de la haute classe de la société, avec une surreprésentation plus de 7 fois supérieure à leur poids réel dans la population. Entre 1989 et 1991, 8% des membres du Sénat américain sont juifs, et sur l'ensemble du XXe siècle, 9% des juges américains sont également juifs. La surreprésentation juive dans les sphères d'élite, dans les professions les plus sélectives et les milieux de pouvoir et d'influence n'est pas le fruit d'un complot, ni d'une forme de manipulation quelconque. C'est simplement la conséquence naturelle d'une réalité cognitive mesurable. Comme on l'a vu, le QI moyen des juifs ashkénazes tourne autour de 112, et ils sont plus nombreux à se situer dans les hauts extrêmes de la distribution. Ainsi, ils performent systématiquement mieux que la moyenne dans les domaines où l'intellect est central, et tout devient cohérent. Quel que soit le pays, quelle que soit l'époque, le même schéma se répète. J'ai pris l'exemple des États-Unis parce qu'il est bien documenté, mais j'aurais pu vous montrer d'autres statistiques, comme celles qui sont affichées à l'écran, concernant d'autres pays dans lesquels les juifs sont présents. Leur réussite n'est finalement qu'une réalité statistique. Alors, là, c'est une publication d'un tutos qui s'appelle Debunker News. Qui peut nommer ces personnes? Il a leur point commun. Bon, l'insinuation est évidente, quoi. C'est le complot sioniste, vous voyez. Bon, il y en a beaucoup qui insinuent qu'il y aurait une cause sombre qui expliquerait une surreprésentation des personnes dans les postes de pouvoir. Et ça, c'est sans avoir de notion de psychométrie, de génétique, qui peuvent expliquer ça sans qu'il y ait le moindre complot, quoi. Bon, ça, c'est un petit peu la même chose qu'avant, quoi. Mais pour le gouvernement US, qui comporte supposément beaucoup de personnes juives ou ayant des origines juives. Pour les noms de cette image, j'avais fait une recherche vite fait. J'ai pris les 3 premiers noms de l'image que vous voyez, 3 personnes du gouvernement US, et comme par hasard, ils sont tous sortis d'Harvard. Pour entrer à Harvard, il faut avoir un score, je crois, au-dessus de 1500 points au SAT. La conversion de points SAT en points QI, ça correspond à plus de 145. 145 de QI pour être à Harvard. Tous ceux qui parlent de complot, ils supposent que tous ces génies seraient des juifs pratiquants, alors que pas du tout, quoi. Quand on a un QI élevé comme le leur, on ne croit pas en Dieu, justement. Il y a un graphique que je montre souvent, c'est la religiosité diminue avec un QI élevé. Est-ce que c'est une question de réseau? Le réseau joue certainement. Mais c'est surtout, ils ont tous les capacités cognitives pour aller à Harvard, vous voyez. Tous ceux qui sortent de Harvard, ils sont potes entre eux, quoi. Entre 145 de QI, on reste potes, vous voyez. Donc, est-ce que c'est vraiment un complot, un réseau entre juifs ashkénazes? Je ne pense pas. C'est plutôt un réseau de personnes qui ont 140 de QI+, tout simplement. Tous les membres d'une promo sont dans le carré d'arrest de tous les autres membres, quoi.
Alors ça, c'est la répartition selon l'ethnie, différents niveaux de score à l'examen SAT, l'examen d'entrée dans les grandes universités aux États-Unis, quoi, qui est très corrélé au score de QI, si vous voulez. Et les Asiatiques, ils sont à 105, 106, quoi. Mais par contre, ils sont à peu près 7% aux États-Unis. À l'examen SAT, les Asiatiques représentent, pour les QI à 145 et plus de 80% à l'examen SAT. Est-ce qu'on pourrait parler d'un complot asiatique pour les universités américaines? Je ne pense pas. Personne ne dira ça, quoi. Il est fréquent d'entendre que les juifs sont accusés de porter en eux des idées cosmopolites. Certains y voient une stratégie, mais en réalité ce sont des positions qui sont simplement le reflet de leur intelligence élevée. Une étude récente a mis en évidence une corrélation entre le quotient intellectuel et les croyances politiques libérales. Cette recherche menée par Tobias Ewart et ses collègues pour l'Université du Minnesota a été publiée en 2024 dans la revue Intelligence. Les chercheurs ont utilisé des données provenant de l'étude Sibling Interaction and Behavior Study, comprenant plus de 300 familles biologiques et adoptives. Ils ont évalué l'intelligence des participants à l'aide de tests standardisés. Parallèlement, ils ont calculé des scores polygéniques pour la performance cognitive et le niveau d'éducation, afin d'examiner les influences génétiques sur les croyances politiques. Les résultats ont montré qu'au sein d'une même famille, les individus ayant un QI plus élevé ou des scores polygéniques favorables à l'intelligence étaient plus enclins à adopter des croyances politiques libérales et moins autoritaires. Ces associations demeuraient significatives même après avoir contrôlé les variables socio-économiques. En somme, l'adhésion des juifs à des idées mondialistes ou libérales n'est pas le fruit d'une stratégie cachée, mais plutôt une manifestation de leur capacité à comprendre et à embrasser des concepts complexes et universels. Alors maintenant qu'on a dressé le constat que oui, les juifs sont surreprésentés dans toutes les hautes sphères de la société, dans les hautes instances de l'État, des finances et des médias, en se basant sur des données états-uniennes, mais on aurait pu faire la même chose en France, et même dans bien d'autres pays d'Europe ou d'Amérique latine dans lesquels des juifs sont présents, et en minorité. Le livre The Chosen People que j'ai mentionné au départ fait le constat aussi bien en France, en Australie, en Hongrie, en Autriche, aux États-Unis et dans d'autres pays du monde, et on retrouve toujours les mêmes similarités, une surreprésentation des juifs dans les hautes institutions, avec des IQ toujours très élevés en conséquence de leur domination. À partir de là, on peut légitimement se poser la question de l'origine de leur intelligence. Les chiffres sont là et les trajectoires sont claires. Leurs accomplissements sont massifs. À ce stade, la surreprésentation juive dans les domaines les plus exigeants intellectuellement n'est plus à démontrer. Elle est constante dans le temps et répétée dans le monde entier, même entre des populations qui ne sont pas réellement en contact, mais qui partagent seulement un patrimoine culturel commun. Et si cette supériorité cognitive était le fruit d'une prédisposition génétique? C'est ici que le sujet devient sensible. Mais c'est aussi en appuyant cet argument qu'on a les données les plus intéressantes à présenter. Parce qu'il existe des travaux solides qui tentent d'expliquer comment un groupe aussi restreint a pu en quelques siècles seulement produire autant de génie. Ce graphique illustre les résultats d'une analyse en composantes principales PCA, utilisée pour représenter les distances génétiques entre individus à partir de données génomiques. Ici, on observe très clairement deux groupes distincts. D'un côté, les Gentiles, c'est-à-dire les non-juifs d'origine européenne, et de l'autre, les Full Jews, les individus d'ascendance juive ashkénaze complète. Les points bleus représentant les Full Jews forment un cluster serré, homogène et bien séparé du groupe des points rouges représentant les Gentiles. Cette séparation nette indique que les juifs ashkénazes possèdent un profil génétique spécifique, reconnaissable et statistiquement distinct du reste de la population européenne. Ils ne forment pas un groupe isolé de l'humanité, mais un sous-groupe génétiquement identifiable à l'intérieur du bassin européen, avec une cohérence interne forte. Ces résultats visuels sont confirmés par l'étude de Need publiée en 2009 dans Génome Biologie. Cette étude montre qu'il est possible sur un large échantillon d'Européens américains de distinguer parfaitement les individus ayant une ascendance juive complète de ceux qui n'en ont aucune, sur la base de leur signature génétique. En clair, les juifs ashkénazes ne sont pas seulement un groupe culturel ou religieux. Ils forment aussi une population génétiquement définie, distincte des autres groupes d'Européens dans leur structure génétique globale. Aujourd'hui, il existe plusieurs hypothèses pour expliquer la surperformance des juifs ashkénazes dans les tests cognitifs. Elles ne s'excluent pas les unes les autres, au contraire, elles dessinent un processus historique long, cumulatif, où différentes pressions se sont combinées pour produire un effet mesurable. Dès le Moyen-Âge en Europe, les juifs ont été progressivement exclus des métiers manuels ou agricoles. C'est une pression socio-historique et professionnelle. Ils n'avaient pas accès à la terre ni à la plupart des corporations. Cela les a poussés à se concentrer sur des professions dites de l'esprit, le commerce, le prêt d'argent, la médecine et l'interprétation des textes. Autrement dit, des métiers à forte intensité cognitive, et dans ce contexte, ceux qui réussissaient étaient ceux qui savaient le mieux utiliser leur cerveau. En répétant cela sur plusieurs générations, cette spécialisation a pu favoriser la reproduction différentielle des individus les plus performants intellectuellement. Il y a aussi une pression religieuse structurée, très particulière au judaïsme rabbinique.
Contrairement à d'autres traditions où la foi repose sur la liturgie, ici l'étude devient un devoir religieux central. Le Talmud est plus qu'un livre saint, c'est un immense corpus juridique. Il demande une lecture rigoureuse, et l'étude n'est pas accessoire dans la tradition juive. Elle est le cœur de la vie religieuse. Dans ce contexte, l'alphabétisation devient une attente fondamentale. Et dès l'enfance, chaque garçon est formé à lire, à comprendre et à commenter les textes. Ce système a créé une pression continue sur les générations en mettant la capacité intellectuelle au centre de la reconnaissance sociale. Mais ce sont probablement les persécutions qui ont joué le rôle le plus important dans ce processus. Les pogroms, les expulsions, les ghettos n'ont pas touché tous les juifs de la même manière, car ceux qui ont survécu, fui à temps ou reconstruits après les vagues de violence n'étaient pas forcément les plus riches, mais souvent les plus adaptables, les plus agiles, les plus rapides à comprendre et à réagir. Et donc, logiquement, les mieux dotés cognitivement. Il est logique de penser que cela ait opéré sur le long terme une forme de sélection naturelle indirecte, renforçant les traits de résilience et de performance cognitive dans le groupe. Enfin, un mécanisme souvent méconnu concerne les stratégies matrimoniales, qui étaient courantes dans les familles juives ashkénazes, au sein desquelles les familles aisées mariaient leurs filles à des érudits. Même s'ils étaient pauvres, leur savoir religieux et leur capacité d'analyse et de réputation intellectuelle les rendaient socialement désirables. Toutes ces dynamiques réunies ont pu exercer une pression sélective cumulative sur un petit groupe pendant près de 1000 ans. Ce qui était au départ une adaptation à la marge est peut-être devenu à terme une différence mesurable, et aujourd'hui on en voit les traces sur certaines données. Bon déjà, on sait qu'il y a une corrélation entre intelligence et myopie, comme l'est montré sur le tableau suivant. Une corrélation de 0,32, au contraire de l'hypermétropie, qui est négativement corrélée au QI à 0,21. On sait depuis plusieurs décennies que les juifs ashkénazes ont une prévalence de la myopie bien plus élevée que la moyenne chez les populations européennes. Et ce phénomène est particulièrement marqué chez les enfants, avec des chiffres qui dépassent les 50%, parfois même les 70% dans les milieux ultra-orthodoxes, où l'étude intensive est valorisée dès le plus jeune âge. Une étude menée en Israël en 1993 par Silberman a comparé deux groupes d'enfants vivant dans un même environnement, des garçons juifs ultra-orthodoxes d'un côté et des garçons arabes israéliens de l'autre. Les résultats sont frappants. 81% des garçons juifs étaient atteints de myopie, contre seulement 27% des garçons arabes. Cette différence très nette suggère une pression cognitive très forte dès l'enfance, en particulier une exposition prolongée à la lecture de près, qui est un facteur bien documenté de développement de la myopie. Ce n'est évidemment pas une preuve directe de l'intelligence, mais c'est un indicateur biologique cohérent avec une culture de l'étude intensive. Cela renforce l'idée qu'il existe une architecture génétique spécifique dans cette population, façonnée par la sélection naturelle. Leur fréquence dans cette population serait la trace résiduelle d'une sélection pléiotropique. Des mutations qui, en augmentant les capacités cognitives, auraient aussi favorisé la myopie comme effet secondaire. Les études récentes sur les jumeaux ont montré que la myopie est héritable de 70 à 90%. C'est donc assez logique de considérer que si la myopie est corrélée à l'intelligence, alors une population qui présente une prévalence élevée de cas de myopie est potentiellement plus intelligente. La maladie de Gotcher est une maladie génétique rare mais bien connue, particulièrement fréquente chez les juifs ashkénazes. Elle est causée par des mutations dans un gène impliqué dans le nettoyage des cellules. Quand ce gène ne fonctionne pas correctement, certaines substances s'accumulent dans l'organisme, ce qui provoque des atteintes graves, notamment sur le plan neurologique et osseux. La maladie est récessive, elle ne se déclare uniquement que si les deux copies du gène sont mutées. Mais ce qui nous intéresse ici, ce sont les porteurs sains, ceux qui n'ont qu'une seule copie défectueuse. Chez les ashkénazes, environ 1 personne sur 15 est dans ce cas, ce qui est un taux très élevé comparé au reste de la population. Donc on peut se poser la question. Pourquoi une mutation délétère a-t-elle été conservée à un tel niveau dans une population aussi restreinte? Une réponse possible tient à ce que l'on appelle la sélection pléiotrope. Une mutation peut avoir des effets négatifs dans certains contextes, mais des effets positifs dans une autre configuration. Et dans ce cas précis, l'effet positif supposé serait cognitif. Une série d'expériences menées sur des neurones de rats a montré que des niveaux élevés de la substance liée à la maladie de Gotcher favorisent la croissance et la ramification des axones, c'est-à-dire les prolongements neuronaux qui transmettent les signaux dans le système nerveux. Plus de ramifications, c'est potentiellement plus de connexions, donc plus de plasticité et une architecture cérébrale favorable à certaines fonctions cognitives. Ce genre d'étude permet de modéliser des processus biologiques fondamentaux, comme la croissance de connexions neuronales, et d'observer comment certaines substances influencent le développement du système nerveux. En science, ces observations servent ensuite de base à des hypothèses qu'on peut tester ou mettre en relation avec des données humaines. Dans le cas de la maladie de Gotcher, on ne peut pas affirmer que les porteurs sains ont un QI plus élevé, car il n'existe aucune étude directe sur ce point. En revanche, on sait que cette mutation est très fréquente chez les juifs ashkénazes, qu'elle est associée à un effet favorable sur la croissance neuronale en modèle expérimental, et que cette population se distingue depuis longtemps par une performance cognitive supérieure.
Ce n'est donc pas une preuve formelle, mais un mécanisme plausible qui vise à renforcer l'idée que certaines mutations, pourtant délétères à l'état homozygote, auraient pu être conservées car elles apporteraient un avantage cognitif aux porteurs sains. Ce type de phénomène, une mutation rare, délétère à l'état monozygote mais avantageuse à l'état hétérozygote, est bien documenté en biologie. C'est ce qu'on observe par exemple avec la dépranocytose, qui protège du paludisme chez les porteurs d'un seul allèle. Dans le cas des Ashkénazes, on observe une situation similaire dans plusieurs mutations génétiques rares, toutes liées à des maladies neurologiques graves lorsqu'elles sont présentes à l'état homozygote. Elles sont retrouvées à des fréquences anormalement élevées dans cette population. Il ne s'agit pas d'une ou deux mutations isolées, mais d'un ensemble cohérent, avec un taux de portage élevé qui dépasse largement ce qu'on observe ailleurs. Ce simple constat pose une question biologique majeure. Comment expliquer qu'une population aussi restreinte ait conservé autant de mutations délétères ? La seule explication plausible, c'est qu'en hétérozygotie, c'est-à-dire chez les porteurs sains, ces mutations ont pu offrir un avantage sélectif. Et dans ce contexte précis, l'avantage le plus cohérent, compte tenu des données historiques et des performances observées, serait d'ordre cognitif. Ce ne serait pas là la première fois qu'une mutation à double effet se maintient dans une population pour cette raison. Depuis la fondation de l'État d'Israël en 1948, l'un des grands objectifs affichés des gouvernements successifs a été l'intégration par l'éducation. L'idée était simple, créer une société unifiée en offrant à tous les enfants, qu'ils soient ashkénazes, séfarades, misraïm, arabes ou encore éthiopiens, un accès égal au savoir, aux institutions et aux opportunités. Avant de commencer, on va présenter des estimations issues de plusieurs études psychométriques menées en Israël et compilées notamment par Richard Lynn, Heiner Hinderman et Moshe Ziegner. Ces chiffres donnent une idée des écarts des QI moyens observés entre les principaux groupes ethniques vivant dans le pays. Les juifs ashkénazes se situent en tête avec un QI moyen estimé entre 106 et 110, suivent les juifs séfarades avec un QI estimé autour de 98, viennent ensuite les juifs misraïm, originaires du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, avec une moyenne estimée à 91. Les arabes israéliens, quant à eux, ont un QI moyen estimé entre 84 et 86. Et enfin, les juifs éthiopiens présentent les scores les plus faibles, avec une moyenne située autour de 68 et 70. Gardons en tête ces données qui nous permettront de mieux comprendre les écarts de réussite scolaire, professionnelle et sociale observés dans la société israélienne contemporaine. Ces chiffres nous permettront d'éclairer certains résultats de notre analyse. Dès les années 50, la scolarisation universelle est instaurée, rendant l'école obligatoire pour tous les enfants. Des structures communes comme les kibbutzim ou encore les écoles intégrées sont créées pour accueillir les enfants ashkénazes et orientaux dans un même cadre éducatif. On met également en place des programmes de compensation éducative pour soutenir les élèves issus des quartiers défavorisés. Les universités, quant à elles, ouvrent leurs portes parfois avec des quotas ou des incitations spécifiques pour attirer les minorités sous-représentées. Même au sein des kibbutzim où les enfants étaient élevés ensemble, nourris ensemble, instruits dans les mêmes conditions, les enfants ashkénazes réussissent mieux aux examens. Ce qui montre que les inégalités ne peuvent pas s'expliquer uniquement par l'environnement immédiat ou l'accès à l'éducation. Autre point intéressant, dans les années 50 et 70, les Arabes israéliens, pourtant perçus comme ennemis par une grande partie de la population, avaient parfois une plus forte représentation que les Misraïm dans les professions libérales. Cela suggère que les résultats ne s'alignent pas mécaniquement avec le degré de stigmatisation sociale, comme certains sociologues prétendent le démontrer. Les Misraïm, qui sont pourtant juifs, restent souvent derrière malgré les politiques d'intégration. Dans ce contexte, il devient difficile de continuer à expliquer ces écarts uniquement par des discriminations structurelles. Il est possible que les Ashkénazes bénéficient encore d'un certain traitement de faveur, mais l'ampleur et la régularité de leur réussite suggèrent l'existence de différences plus profondes, probablement liées à des facteurs cognitifs d'origine biologique. Parce que l'exemple israélien montre quelque chose, c'est que même quand on égalise les conditions, les résultats ne s'égalent pas. Et c'est précisément ce décalage entre égalité des chances et inégalité des résultats qui force à reposer la question de l'héritabilité des capacités et des performances. Les travaux de Cohen et Aberfeld en 1998 permettent d'observer un phénomène révélateur. Entre 1975 et 1992, les écarts de revenus entre les juifs ashkénazes et les misraïm ne se sont pas réduits, ils se sont aggravés. Et pourtant, cela s'est produit dans un contexte où l'accès à l'enseignement supérieur était déjà présenté comme une priorité nationale. Malgré l'ouverture des universités, malgré les efforts institutionnels pour intégrer les différents groupes, les inégalités économiques se sont accentuées au lieu de s'atténuer. Cette tendance est confirmée par les résultats d'un outil central dans le système éducatif israélien, le PET, qui sert de référence à l'admission à l'université. Les données disponibles pour les années 2012-2013 montrent des écarts marqués entre les différents groupes. Les juifs ashkénazes maintiennent un score moyen de 619 qui les place largement en tête. Les juifs misraïm sont à 559 et ceux d'origine mixte, ashkénazes-misraïm, atteignent 597. Les scores les plus bas sont enregistrés chez les juifs éthiopiens, avec une moyenne de 401.
Chez les Arabes musulmans et druzes, on trouve un résultat de 447, et chez les Arabes chrétiens, il est légèrement au-dessus de 480. Il y a une cohérence nette entre les scores au PET et les QI moyens estimés. Pour chaque groupe, la position dans le classement du PET correspond à sa position dans le classement des QI. On observe ainsi un alignement constant des performances, sans inversion entre les rangs. Cette cohérence est soutenue par une corrélation statistique très forte entre le score au PET et le QI. Elle est comprise entre 0,75 et 0,80, selon les travaux de Zeidner en 87. Dans cette étude spécifique à la population israélienne, il montre que le PET possède une validité équivalente aux tests de QI standard, comme le WISE, pour prédire la réussite universitaire. Pour cela, il compare les résultats au PET avec ceux des épreuves cognitives classiques utilisées en psychométrie. Et on observe que les deux séries des scores sont hautement alignées. À ce stade de corrélation, on peut dire que le PET fonctionne de fait comme un test d'intelligence déguisée. Ce n'est donc pas uniquement un filtre académique, c'est aussi le reflet du potentiel cognitif individuel. Les juifs ashkénazes ont le taux d'accès à l'enseignement supérieur le plus élevé du pays. Les juifs mishraïm, en revanche, affichent un taux d'accès inférieur de 20% par rapport aux ashkénazes, malgré plusieurs décennies de politique d'intégration. Du côté des Arabes israéliens, le constat est encore plus marqué, leur taux d'accès est environ 3 fois inférieur à celui des ashkénazes. Mais il faut également rappeler que l'entrée à l'université passe d'abord par l'obtention du certificat du Bagrout, qui est l'équivalent du baccalauréat en Israël. Les taux de réussite à ce certificat, eux aussi, varient fortement selon les groupes. Pour la section 2012-2013, les taux étaient les suivants: 80,2% chez les juifs israéliens, 83,6% chez les arabes chrétiens, 79,9% chez les druzes et 60,3% chez les musulmans. Ces données renvoient à des écarts structurels de performance cognitive, mesurés à la fois par les outils de sélection universitaire et les examens nationaux. Vous l'avez peut-être remarqué, mais il existe une incohérence apparente dans les données concernant les arabes chrétiens d'Israël. Leur score moyen au PET est estimé à 480. Les place devant les arabes musulmans, mais aussi devant les juifs éthiopiens, et assez proche des juifs mizraïm. Pourtant, le QI moyen estimé pour ce groupe se situe entre 95 et 98 comme on l'a déjà montré, ce qui semble trop élevé au regard des autres méthodes de mesure utilisées pour les autres groupes du tableau. Cette divergence s'explique par la nature indirecte de l'estimation du QI pour les arabes chrétiens. Contrairement aux données utilisées pour les ashkénazes, les mizraïm, les arabes musulmans ou les juifs éthiopiens, qui sont basés sur des tests cognitifs standardisés, des scores au PET, des épreuves militaires ou les résultats d'évaluation internationale comme TIM2S ou PISA, les estimations de QI des arabes chrétiens ne reposent pas sur des batteries de tests représentatives, comme le WISE ou les matrices de Raven. Elles sont déduites indirectement à partir de leur statut socio-économique, de certaines performances scolaires ou de comparaison PISA. Autrement dit, le chiffre 95-98 attribué à leur QI n'est pas le fruit d'une évaluation directe, mais d'une projection fondée sur des indicateurs culturels et scolaires. De plus, le PET est administré en hébreu avec une version arabe parfois mal traduite, ce qui peut affecter les résultats. Contrairement aux arabes musulmans, les arabes chrétiens d'Israël ont historiquement été plus intégrés dans certains secteurs éducatifs, ce qui peut leur donner un avantage sans que cela se reflète nécessairement sur un QI plus élevé sur le plan strictement cognitif. Maintenant, on va s'intéresser au Bagrout. Le certificat de fin d'études secondaires présente une corrélation significative entre ces résultats et les résultats au test de QI, qui a été estimé entre 0,4 et 0,6 pour les lettres, et entre 0,6 et 0,75 pour les sciences dures, selon les travaux de Zeidner en 87. Des corrélations confirmées par d'autres travaux du même auteur en 95. Elles ont été établies à partir de comparaisons entre les scores obtenus à des tests cognitifs standardisés et les résultats scolaires. Ces données nous permettent de comprendre les performances cognitives de certains groupes, comme les arabes chrétiens, qui affichent de bons résultats formels mais restent derrière les groupes juifs les plus performants sur des tests mesurant la performance cognitive brute. Leur réussite scolaire s'explique par plusieurs facteurs. Ils subissent une forte pression sociale et familiale sur la réussite éducative. Ainsi, ils sont surreprésentés dans les écoles privées missionnaires, réputées pour leur discipline et leur exigence. Cela leur permet d'obtenir de bons résultats au Bagrout, mais leur score moyen au PET reste inférieur, ce qui indique une distinction entre la performance académique encadrée et le potentiel cognitif brut. En 2019, 52,8% des arabes chrétiens réussissent le Bagrout et 34,6% d'entre eux obtiennent une mention permettant d'accéder directement à l'université. En 2021, les taux s'améliorent pour 62% de réussite globale et 44,4% d'accès à l'université. Ces chiffres restent en deçà de la moyenne nationale des juifs israéliens qui atteint 80,2% de réussite au Bagrout et entre 59 et 65% pour l'admission à l'université. Toutes ces données sont issues de rapports officiels du Central Bureau of Statistics, SBS, obtenus entre 2018 et 2022. Elles permettent d'illustrer comment les performances scolaires peuvent être tirées vers le haut par des facteurs culturels et éducatifs,
sans pour autant refléter exactement le niveau cognitif sous-jacent que capte un test comme le PET. Évidemment, ce constat est critiqué par les sociologues israéliens qui s'appuient sur des facteurs sociaux et institutionnels pour expliquer les écarts de réussite entre groupes ethniques. Plusieurs chercheurs israéliens ont soutenu que les écarts observés entre les Ashkénazes et les autres groupes ne sont pas liés à des différences de capacité cognitive, mais à des mécanismes d'exclusion construits historiquement. Selon leur théorie, l'élite ashkénaze aurait verrouillé l'accès à certaines ressources clés, notamment les professions les plus valorisées, les grandes écoles et tous les réseaux de pouvoir. Ils parlent de barrières invisibles ou de méritocratie de façade, c'est-à-dire que le système semble ouvert à tous, mais qu'en réalité il reproduit les inégalités existantes. On évoque alors une forme de stratégie collective de conservation des privilèges, où les plus performants ne sont pas toujours ceux qui réussissent le mieux, parce que les institutions seraient orientées au profit d'un groupe dominant. Comme on l'a vu, les performances scolaires, universitaires et professionnelles sont systématiquement supérieures pour les juifs ashkénazes, et cela dans tous les contextes observés. Même lorsque les enfants sont élevés ensemble, dans les mêmes conditions, comme dans les kibbutzim, les écarts de réussite se maintiennent. Et cette hiérarchie sur le plan des résultats s'aligne presque parfaitement avec celle des QI moyens estimés par groupe. Soit Ashkénazes puis séfarades, puis Misraïm, puis arabes, puis éthiopiens. Les auteurs privilégiant la thèse génétique suggèrent qu'il ne s'agit pas d'une erreur, mais d'un refus délibéré, motivé par une posture idéologique. Autrement dit, la sociologie israélienne dominante serait traversée par un égalitarisme de principe, qui postule que tous les groupes ont les mêmes capacités de départ, et que les écarts de résultats ne peuvent être qu'un effet de société, mais jamais un effet de la biologie. Plusieurs chercheurs israéliens, parmi lesquels Krauss, Hodge, Friedlander, Cohen et Haberfeld ont tenté d'expliquer les inégalités persistantes entre les Ashkénazes et Misraïm en Israël par des logiques sociales et institutionnelles. Dans cette lecture, l'exclusion institutionnelle joue un rôle central. Les barrières ne sont pas explicites, mais elles se manifestent à travers les réseaux, les normes scolaires, les critères d'évaluation. Le système éducatif est présenté comme formellement méritocratique, mais en réalité conçu pour reproduire les hiérarchies sociales existantes plutôt que de les corriger. Cohen et Haberfeld ont observé une donnée importante. Entre 75 et 92, les écarts de revenus entre Ashkénazes et Misraïm se sont accentués, alors que l'accès à l'éducation s'est élargi pour tous. Ils interprètent cela comme le résultat d'une inégalité initiale qui aurait été produite par la discrimination historique des Misraïm, puis transmise par la reproduction sociale. Malheureusement, dans leurs propres travaux, ils ne détectent pas de discrimination directe sur le marché du travail contemporain. Autrement dit, rien ne prouve qu'un employeur traite aujourd'hui différemment deux candidats à compétences égales selon leur origine ethnique. Selon eux, les écarts de revenus s'expliquent surtout par des différences dans le niveau d'éducation atteint, combinées à une valorisation croissante des diplômes dans l'économie israélienne moderne. Mais leur constat reste purement théorique, car leur interprétation relève plus de la déduction que de données empiriques. D'autres auteurs, comme Krauss et Hodge, avancent une hypothèse aujourd'hui classique en sociologie israélienne, celle d'un contrôle méritocratique biaisé. Selon eux, le système méritocratique israélien fonctionne pour maintenir la domination des Ashkénazes, en bloquant l'accès des groupes défavorisés, les Misraïm et les Arabes, aux filières d'élite. Dans ce modèle, l'école reproduit les inégalités, favorisant toujours les mêmes groupes et défavorisant toujours les mêmes groupes. Mais ce raisonnement montre rapidement ses limites, car si la logique d'exclusion ethno-religieuse était aussi déterminante, les Misraïm qui sont juifs, donc intégrés en théorie dans le groupe dominant, devraient logiquement faire mieux que les Arabes chrétiens. Or, ce n'est pas le cas. Toutes les données disponibles montrent que les Arabes chrétiens surpassent les Misraïm en matière d'éducation. Ils ont de meilleurs taux de réussite au Bagrout, une surreprésentation dans les écoles exigeantes et un taux d'accès à l'université plus élevé. Cette simple observation contredit directement l'idée d'un système qui exclurait en priorité les non-juifs et montre que l'apparence ethno-religieuse ne suffit pas à expliquer les écarts. Cette lecture est soutenue par plusieurs travaux, notamment ceux de Chenaf dans The Arab Jews ou ceux de Swirsky en 1999, ainsi que les analyses de Friedlander en 2002. Tous insistent sur le rôle structurant de l'État-nation dans la production d'une hiérarchie racialisée à l'intérieur même du peuple juif. Les données du SBS confirment d'ailleurs que les enfants de parents misraïm ou arabes ont une probabilité plus faible d'entrer à l'université, d'obtenir un diplôme dans les disciplines scientifiques ou de rejoindre la classe moyenne supérieure. Mais si l'histoire explique l'origine des écarts, elle n'explique pas leur persistance, car ces inégalités n'ont jamais disparu, malgré les réformes, les politiques d'intégration et les changements économiques. La hiérarchie des résultats est restée stable pendant des décennies, et elle se retrouve non seulement en Israël, mais aussi dans toute la diaspora. Cette constance dans le temps comme dans l'espace suggère l'existence d'un facteur structurel indépendant des seules conditions sociales. Et ce facteur, c'est l'intelligence cognitive. En tout cas, s'il est une chose dont on est sûr, c'est que les groupes qui réussissent le mieux sont ceux dont les moyennes de QI sont les plus élevées. Et les données ne contredisent pas cette lecture.
Bon, maintenant, il faut qu'on passe à la conclusion. Ce qu'on vient de traverser, c'est un ensemble de constats, de données et de faits qui me laissent penser qu'il y a un avantage génétique sur l'intelligence des Juifs. Et surtout, chez les Ashkénazes, la population que j'ai le plus explorée aujourd'hui. Alors pourquoi je suis obligé de dire que ça reste une hypothèse? C'est simplement parce qu'il n'y a pas encore de consensus scientifique dessus. Pour qu'il y en ait un, il faudrait qu'un organisme comme l'APA s'entende sur le fait que les Juifs ashkénazes sont supérieurs intellectuellement. Ce qui n'est factuellement pas le cas, mais je pense qu'on devrait plutôt dire que ce n'est pas encore le cas. Et que ça le sera plus tard quand on aura davantage de preuves. Comme vous pouvez vous en douter, la charge de la preuve est énorme sur ce genre de sujet. Et les scientifiques ne s'accordent pas sur des points avant d'être vraiment sûrs de ce qu'ils disent. Et d'ailleurs, il n'y a pas non plus de consensus scientifique pour dire que, par exemple, les Kenyans sont génétiquement plus adaptés à la course à pied. Ni même pour dire que les Est-Asiatiques auraient un avantage génétique sur le tennis de table. Ou encore que les Africains de l'Ouest seraient plus performants en course de sprint. Pourtant, dans ces trois sports, je pourrais très bien faire les mêmes démonstrations que j'ai fait ici pour les Juifs ashkénazes et prouver qu'ils sont surreprésentés et également qu'ils ont certaines prédispositions génétiques. Pourtant, chez les sprinteurs d'origine ouest-africaine, on observe une fréquence un peu plus élevée d'un variant de gène ACTN3 lié à une présence de fibres musculaires rapides, ce qui permet un avantage utile pour les efforts explosifs. Chez les Kalenji du Kenya, certes très dominants en course de fond, les chercheurs ne parlent pas de gènes magiques, mais de plusieurs régions génomiques avec des effets potentiellement avantageux sur le métabolisme, l'anatomie et la fonction cardio-respiratoire. Donc on se retrouve dans une situation où les scientifiques n'admettent pas un consensus scientifique qui affirme une supériorité génétique des Africains dans la course, mais que certains traits anatomiques ou génétiques peuvent favoriser leur performance. En 2025, la science continue d'avancer et aujourd'hui, les scores polygéniques ou PGS donnent raison à l'hypothèse génétique de l'avantage cognitif des Ashkénazes. Un score polygénique, c'est un indicateur statistique qu'on obtient en croisant des milliers de variants génétiques, chacun ayant un petit effet, mais combinés, ils permettent de prédire certaines caractéristiques. Et ici, ce qui nous intéresse, ce sont les performances cognitives. Ce qu'on observe aujourd'hui avec les premières études sérieuses menées sur de larges échantillons, c'est que les Ashkénazes ont un score polygénique significativement plus élevé pour l'intelligence. On retrouve un PGS moyen de 1,37 chez les Juifs, contre 0,01 chez les catholiques et moins 0,04 chez les luthériens. Aujourd'hui, les scores polygéniques ne capturent qu'environ 10 à 15% de la variance génétique de l'intelligence, ce qui signifie qu'on ne connaît encore qu'une fraction des gènes impliqués. Mais à mesure que les bases de données s'élargissent et que les modèles s'affinent, il est probable que la question de l'origine génétique des écarts cognitifs trouvera une réponse plus complète et plus définitive. Au fond, qu'on parle de performance athlétique ou de réussite intellectuelle, c'est toujours la même chose. L'absence de consensus ne dit rien d'autre que ceci, le seuil de preuve est plus élevé dès que le sujet devient sensible. Et mon travail ne consiste pas à bâtir une hiérarchie morale entre les groupes. Il s'agit simplement de constater une hiérarchie des résultats dans les écoles, dans les universités, dans les institutions, et de chercher à comprendre pourquoi elles existent, et surtout pourquoi elles persistent. Ce qui m'a motivé à faire cet épisode, c'est un truc tout bête, les réels Instagram antisémites. Ils font partie de la part d'ombre du réseau, et peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler, puisque votre algorithme est protégé de ça, mais il y a des milliers de montages antisémites allant du simple complot à carrément des discours traduits en anglais. Le tout mis en scène avec une musique dramatique et suggérant qu'il avait raison sur tout. À vrai dire, je ne suis pas de ceux qui pensent que l'histoire progresse. L'humanité ne change pas tant que ça, elle répète ses erreurs et souvent avec un certain enthousiasme. Et là, avec ces réels, j'ai l'impression qu'on est au début d'une nouvelle boucle. L'avenir nous le dira, mais peut-être que j'ai eu raison. Pour moi, ces vidéos sont une manière de penser qui revient quand les temps deviennent incertains. Et c'est non seulement de la provocation, mais ça encore, ça me dérangerait pas tant que ça, c'est surtout de la désinformation. C'est pour ça que j'ai décidé de répondre avec des arguments valables et audibles, pas par une dénonciation facile ou des appels à la censure, mais par les faits, les chiffres et l'analyse. En tout cas, j'espère sincèrement que cet épisode vous a plu, j'ai mis beaucoup de cœur à l'ouvrage et je vous invite à aimer et à vous abonner si c'est le cas. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et pour la suite, j'ai plein de contenu en tête, mais je pense faire une vidéo sur la reproduction sociale de Pierre Bourdieu, pour remettre en perspective son analyse. Sur ce, je vous dis à plus et à la prochaine.